On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de loisirs, de bibliothèques, qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, les patinoires intérieures et extérieures. Bref, on fait le point de la situation avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, on vous parle de transition vers le développement durable, démarche participative entamée il y a déjà quelques mois à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Parlons d'environnement, mais surtout de développement durable. Certains diront que c'est un sujet qui est à la mode, mais qui est plus qu'à la mode. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, les différentes institutions à travers le monde, pas partout égales, par contre, commencent à se soucier, à avoir des plans en ce sens. Et nous, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans les dernières semaines, s'est entrepris une démarche un peu participative également, dont on aura aussi certains résultats à venir. Bref, on va faire le tour de la question pour l'expliquer. Deux invités. D'abord, la conseillère municipale de Marilyn Charbonneau, qui est avec nous en studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et non pas qu'on ne la voulait pas chez nous, mais protocole sanitaire oblige, elle est à distance. Francine Van Wenden, qui est chef de la division environnement développement durable à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, tout d'abord, Marilyn Charbonneau, peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette démarche participative à l'égard du développement durable à la ville de Saint-Jean. Oui, bien en fait, c'est quelque chose qui est réfléchi depuis 2019 environ. Ce qu'on voulait, c'était amener une nouvelle vision à la ville pour le développement de la ville. Ça veut dire que ce qu'on souhaitait, c'est que l'ensemble des services, que ce soit le transport, l'environnement, l'aménagement, on puisse changer les façons qu'on applique ou qu'on décide de gérer au quotidien. Ça veut dire, bon, mais penser au changement climatique. Ça veut dire de réduire notre empreinte carbone. Ça veut dire offrir des nouveaux services aux citoyens de proximité, que ça soit plus près. Mais pour ça, il fallait mobiliser l'ensemble, de l'administration pour pour les sensibiliser à ce que c'était le développement durable, parce que le développement durable, c'est pas que l'environnement, hein, ça touche l'économie, ça touche la culture, ça touche le social. Mais est-ce que c'est dans l'objectif de réactualiser la politique d'environnement ou de développement durable de la ville? Bien, c'est plus que ça, en fait. Là, on avait une politique qui était vraiment campée environnement. Là, ça va vraiment, c'est un filtre qu'on va adopter pour l'ensemble des actions de la ville. Ça veut dire que, par exemple, les réglementations sur l'eau, bon, bien, on va peut-être réfléchir justement à mettre une réglementation pour que les gens, bon, bien, arrosent plus leur entrée, que ça soit pas permis, par exemple, parce qu'on veut économiser de l'eau. Est-ce qu'on va se donner des nouveaux objectifs pour réduire l'utilisation de l'auto, augmenter les transports actifs? Fait que c'est plus que juste le milieu forestier, là, le couvert forestier. Là. Fait que ça dépasse ça. Bon, Francine Van Wenen, expliquez-nous un peu comment on a mis sur pied justement cette démarche participative. Autrement dit, qui a participé à cet exercice-là et comment ça s'est passé? En fait, c'est un long processus que l'on fait où on avait comme objectif de vraiment consulter, discuter avec le maximum de personnes de tous les niveaux. Donc, la démarche, elle est en marche, comme Marilyn le disait, depuis déjà un an. On s'est créé un petit comité interne, un comité de pilotage de la démarche avec des gens de tous les services. Et on a réfléchi ensemble à comment on voulait que le déploiement se fasse. Et on voulait vraiment que ce soit participatif. Donc, dans les premières étapes, on a rencontré tous les employés de la ville. Cet automne, l'automne dernier, en fait, on a fait des ateliers à des groupes de 20 personnes. On a rencontré 500 employés de la ville pour leur parler de développement durable et surtout pour les entendre sur qu'est-ce qui les préoccupe et comment ils peuvent agir au niveau du développement durable dans leur environnement de travail et en tant que citoyens. Ensuite, on a fait des rencontres de discussion et de mobilisation avec 80 employés de la ville de toutes les sphères, donc autant des élus, les directeurs de services, des employés col blanc, des cadres, des employés col bleu, les policiers, les pompiers, les employés du 911, en fait, toutes les sphères d'employés, toutes les sphères d'intervention au niveau de la ville pour parler ensemble d'humain à humain à ce que c'est pour nous le développement durable, parce que c'est quelque chose qui interpelle tout le monde d'une façon ou d'une autre. Et là, après ça, vous consultez également le public? Ensuite, après, on est allé, en décembre, on a rencontré
80 représentants du monde socio-économique et environnement. On les a mis autour de la table, autour de l'écran pour discuter ensemble de qu'est-ce que c'est pour nous, qu'est-ce qu'on a comme vision de la ville, si on veut une ville durable dans 10 ans, par exemple, qu'est-ce qu'on souhaite voir en place, puis on a commencé à travailler, à identifier des chantiers ou des thématiques sur lesquelles on voudrait intervenir en premier. Donc ça, c'est ce qu'on a fait cet automne. Et à partir de cette année, on va ouvrir la porte à tous les citoyens. Donc, tous les citoyens sont invités à venir participer, discuter, réfléchir à ce qu'on souhaite comme ville pour le futur. Bon, Marilyn Charbonneau, qu'est-ce qui se dégage? Est-ce qu'il y a des consensus après la consultation des employés ou de certains groupes de citoyens ou d'intervenants socio-économiques? Qu'est-ce qui se dégage au juste? Bien, ce qui se dégage en premier, c'est que l'ensemble des employés se sentent concernés, sentent maintenant qu'ils ont le droit de proposer des nouveaux outils, puis tous souhaitent participer. Alors là, après ça, il y a les motivations. Hein. Fait que c'est clair que les gens, ce qu'ils veulent, c'est développer des milieux de vie de qualité pour les citoyens, puis aussi penser aux générations futures. Fait que ça, c'est très, très présent dans l'administration. Puis par la suite, il y a des priorités. C'est clair que tout ce qui est autour de la mobilité, par exemple, tout ce qui est autour de aussi l'agriculture, le logement aussi, hein, le logement abordable, ça, c'est des grands thèmes qui interpellent l'ensemble des services, puis qu'on veut développer. Puis on a quand même sorti une 60aine d'actions qui serait possible de faire à court terme, puis que les gens ont envie de mettre en place, parce que c'est important là, que les gens se sentent impliqués. Là. Bon, Francine Van Winden, évidemment, on ne fera peut-être pas la liste des 60 actions, mais est-ce qu'il y en a quelques-unes qui frappent un peu plus l'imaginaire, disons? Bien, en fait, je pourrais plutôt vous dire celles qui ont adhéré ou sur lesquelles la majorité des personnes ont adhéré, donc celles qui ressortent plus fort, je vous dirais dans les thématiques ou dans les préoccupations, il y a vraiment l'autonomie alimentaire. L'agriculture durable, l'autonomie alimentaire était vraiment un créneau qui faisait consensus parmi les gens qui ont participé aux rencontres du diagnostic. Le verdissement, la présence des milieux naturels aussi, je pense que c'est très, très fort, très présent à Saint-Jean. Puis je pense que cette année, l'année dernière, en fait, les gens l'ont vraiment vécu de près, l'importance d'avoir accès à des milieux naturels pour se ressourcer, pour marcher, se divertir. La mobilité durable, c'est un gros enjeu aussi qui a été sorti. Et l'économie circulaire aussi comme façon de déployer l'économie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand on parle de milieu naturel, un des thèmes, moi, qui m'a frappé, puis pour moi-même levé, puis j'habite dans un quartier qui est limitrophe entre NDL et l'Acadie, où on a la chance aujourd'hui d'avoir le parc des Parulines. Et là, je pense qu'il y a d'autres Joannais qui commencent à le découvrir. Et on le voit parce qu'il y a plus d'autos stationnés des deux côtés, là, tant l'Acadie que NDL. Mais le commentaire que moi, j'aurais envie de faire, c'est que je souhaiterais que chaque citoyen puisse avoir un parc des Parulines dans son quartier, où tu pars de la maison à pied, tu t'en vas te promener là. C'est pas très grand, mais c'est juste correct on est en ville quand même. Évidemment, il faut avoir l'espace, il faut acheter des terrains, il faut avoir les sous, là, il y a d'autres considérants, mais je pense que ça, le parc des Parulines, il vient marquer un peu l'imaginaire collectif. Bien, effectivement, là, puis c'est vrai de dire qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est probablement le seul parc qui est très bien aménagé pour accueillir les gens. Puis c'est effectivement un souhait que dans chaque quartier, il y ait un milieu comme ça, un milieu naturel, parce que les gens peuvent se l'approprier, puis les espaces verts deviennent notre cour arrière, surtout en milieu de pandémie, là. Puis ça a été noté, ça a été relevé. Puis les gens, ils veulent plus de connexion entre leur milieu puis les espaces de loisirs, leur milieu puis les espaces naturels. Puis ça fait partie c'est central dans la démarche de développement durable, là. Toute la question de connecter les fonctions d'une ville aussi. Bon, là, Francine, dans le fond, les prochaines étapes, c'est quoi maintenant? Je comprends que là, il y a une conférence aussi avec Laure Varidel, là, qui est le 27 janvier à 19h, conférence virtuelle, évidemment. Puis les gens peuvent s'inscrire via l'ASPEC du Richelieu. Mais au-delà de ça, on parle toujours de démarches participatives. On dit que maintenant, on va ouvrir ça du côté des citoyens. Donc, comment on va les consulter? On a déjà mis en place plusieurs éléments pour inviter les citoyens à réfléchir au développement durable, à voir comment eux, ils peuvent agir de leur côté, quels sont leurs outils
sur quoi ils souhaitent agir en premier. Donc, par exemple, pour comme préparer la conférence avec Laure Varidel, qui sera comme le lancement officiel de notre démarche auprès de l'ensemble de la population, on a mis en place des résolutions. En fait, à chaque jour sur notre site Internet, on propose une résolution pour la nouvelle année en termes de développement durable. Puis, ben, on invite les gens à prendre une résolution pour cette année. Donc, moi, par exemple, ma résolution, c'est celle de réduire ma consommation de viande et surtout de viande rouge, parce qu'on sait que ça a un gros impact au niveau des gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est ma résolution. Je ne sais pas, Éric, qu'est-ce que vous avez comme résolution développement durable pour la prochaine année? Bien, la résolution, des fois, c'est de... Ben, je le disais tantôt que le parc des Périgulines, mais tu sais, plus on y va, plus on l'aime, puis on y va à toutes les saisons. Oui. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Au début, tu te dis, ben on y va. Mais là, on peut y aller, dans le fond, hiver comme été. Là, je pense qu'il faut profiter de ces espaces verts. Je pense que c'est ça aussi là, qu'il faut profiter. Là. Puis, je ne sais pas, je sais que c'est dans votre quartier, mais on parle évidemment de l'enjeu du boisé de l'île. C'en est un. On parle du plan de conservation, on parle des espaces verts, on parle du boisé de l'île. Il y a probablement d'autres endroits, je pense dans Saint-Eugène aussi, il y a peut-être un segment qu'on pourrait développer. Mais je pense que ça aussi, ça va marquer. Puis, un autre élément aussi qui m'a frappé de la démarche, c'est, veux pas, on a parlé aussi un peu de post-pandémie. Je comprends qu'elle n'est pas terminée, mais la COVID va changer aussi certaines habitudes de vie, métro, boulot, dodo, ça risque de changer. On parlait de transport tantôt, ça c'est l'autre affaire. Est-ce que les Joannais qui travaillent à Montréal vont aller à Montréal encore 5 jours par semaine? Bien, ça, c'est des grosses questions. C'est pas fait, ça. Et ça aussi, ça va avoir un impact sur le développement durable. Ça va avoir un impact sur la façon dont on aménage la ville, la façon dont les transports en commun vont continuer d'être utilisés, les habitudes de consommation. Si les gens ils restent chez eux, bien, ils vont peut-être vouloir consommer plus près aussi. Fait que là, des commerces peut-être plus de proximité. Les bureaux. Est-ce que maintenant, on fait des bureaux satellites? Est-ce que les bureaux, il faut qu'ils soient plus grands, mais avec moins de gens? Est-ce qu'on reste à la maison? Partie, quand on dit que le développement durable, c'est pas juste l'environnement. Là. Ah non, c'est pas juste les arbres et le gazon. Là. C'est beaucoup plus large que ça. C'est l'hygiène de vie. En fait, c'est comment on utilise nos ressources au quotidien pour, justement, offrir une qualité de vie aux générations futures. Là. Donc, si on veut participer, pour alimenter la discussion, si on va sur sjsr.ca/durable, on va avoir les renseignements. Francine? Oui, effectivement, on va avoir des renseignements à cet endroit-là de toutes les activités qu'on a mis en place en préparation de la démarche plus collective. On a mis aussi des films, 4 films qui sont disponibles gratuitement, encore en collaboration avec l'ASPEC. Donc, des films sur le développement durable qui viennent nous alimenter dans nos réflexions sur qu'est-ce qu'on souhaite pour la ville de demain. Genre le film Demain, La Terre vue du cœur, En quête de sens, puis il y a même un film pour les enfants aussi, qu'on peut aller s'inscrire et acheter gratuitement. Et puis donc, la conférence de Laure Varidel le 27 janvier, qui va lancer officiellement la démarche, comme je disais. Et à partir du 28 janvier, on va lancer un sondage en ligne qui sera disponible en fait, on invite tous les citoyens à y répondre pour nous donner un petit peu leur orientation sur les thématiques qui seraient proposées de travailler en priorité. Donc, en conclusion, si vous désirez assister à cette conférence virtuelle de Laure Varidel, mercredi le 27 janvier, 19h, de toute façon, c'est pas comme si on avait beaucoup de choses à faire les soirs ces temps-ci, pas beaucoup de social. Donc, allez sur spec.qc.ca/spectacle, vous allez retrouver, vous allez pouvoir vous inscrire gratuitement pour assister à cette conférence, puis ensuite, donc, comme on dit, entreprendre la continuité de la démarche. À vous deux, merci beaucoup. Bien, merci. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on va discuter avec Mario Bastien des loisirs et bibliothèques pour savoir qu'est-ce qui est ouvert, qu'est-ce qui est fermé, les patinoires, il y a des sites, il y a le parc Ronald Beauregard, les bibliothèques. Bref, c'est un peu compliqué avec la COVID. On va faire un peu une mise à jour de ce qui est possible et pas possible parce qu'il faut occuper notre temps un peu. Donc, on va revenir après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine pour la première de Sport Express. On jase baseball avec Carl Gélina en deuxième partie. Rémi Giguère pour le football. Bonne année, mon ami. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. C'est la pandémie, c'est la COVID, les mesures se poursuivent, on a aussi maintenant un couvre-feu, mais en même temps, je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de trucs pour socialiser, mais bon, dans le minimum de ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut profiter de l'extérieur? Est-ce qu'on peut patiner? Les patinoires de quartier, est-ce que ça marche encore? Ça dépend de la température aussi. Les bibliothèques, est-ce qu'on peut continuer d'aller louer des livres? Même chose, on a des beaux espaces là, comme le parc Ronald Beauregard ou le domaine Trinity, là, où c'est quand même assez joli également, c'est des places pour aller se promener. Bref, faire le tour un peu de la question avec Mario Bastien, directeur culture, développement social et loisirs à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, les grands plaisirs de la vie qu'on avait traditionnellement ne sont pas là. Il faut se rabattre ou redécouvrir notre propre milieu. À vrai dire, notre ville de Saint-Jean-sur-Richelieu regorge de petits trésors, de petits bijoux qu'on tente de mettre en valeur, qu'on tente d'adapter dans les services à la qualité qu'on peut adapter fonction des contraintes qu'on a de la santé publique présentement. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, bien, je te donnais l'exemple tantôt de le parc Ronald Beauregard avec le dôme illuminé. Je comprends que tu penses qu'il y a eu de l'aide aussi des Amis des Montgolfières ou de la Société de développement, mais bref, je pense que tous les gens du milieu ont décidé de faire du beau. Dans le fond, c'est ça. Mais techniquement, dans le cadre du parc Ronald Beauregard, l'an dernier, les 2 dernières années, quand on a fait une patinoire, le site est devenu magnifique d'année en année. Cette année, effectivement, en collaboration avec les partenaires, puis on travaille beaucoup avec les partenaires, la Société de développement, le tourisme, le Festival des Montgolfières, qui ont des équipes exceptionnelles. On a dit comment on peut monter d'un niveau la qualité, la beauté et l'expérience citoyenne aussi. Parce qu'il y avait déjà un anneau de glace. Il y avait un anneau de glace qui avait 750 mètres, qui était exceptionnel. Il y avait déjà de la lumière l'an dernier. Le site était déjà extrêmement magnifique. Cette année, avec les collègues des Montgolfières, on a vraiment mis la barre très, très haut et on a fait en sorte que l'expérience citoyenne soit agréable. L'objectif était originalement pour quand la patinoire va être prête, mais en même temps, les installations étaient prêtes d'avance et les gens se sont mis à redécouvrir le parc. Magnifique. Là, est-ce que j'ai compris que les gens peuvent apporter le bûche puis se faire un petit feu? Bon, il y avait, on avait mis les foyers en place au centre de plein air Ronald Beauregard. On avait le foyer du centre-ville. Hélas, on est dans l'obligation de les enlever, tous les foyers, parce qu'ils deviennent des endroits d'attroupement. Actuellement, on se retrouve en gang, dire « Hey, ça va être le fun ». C'était sympathique, c'était beau, mais à notre corps défendant, on a été obligé de les retirer en fin de semaine dernière pour les quelques semaines. Il y a un perchoir aussi où on peut voir la rivière au loin. C'est un belvédère qu'on a fait, aménagé par l'équipe des Montgolfières toujours. Les Montgolfières, l'objectif, c'est que les patineurs ou simplement ceux qui viennent prendre une marche dans le parc montent de 2 étages puis regardent la rivière de tout son angle. Le dôme lumineux, là, qui a eu l'idée de ça? C'est l'équipe des Montgolfières, avec l'équipe d'événementiel chez nous, qui se sont mis à faire des idéations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit nice? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? L'an passé, on avait déjà des idées. Cette année, avec l'équipe de Montgolfières en conception artistique, ils ont dit qu'est-ce qui rendrait l'expérience du patineur particulièrement intéressante. Ils sont arrivés avec le dôme, une espèce de dôme qui est comme un rendez-vous de selfie, là. Et ça se propage sur les médias sociaux. Mais sachez que tous les aménagements qu'on fait, il y a des rendez-vous selfie, même si on ne le dit pas clairement. On regarde les cadres qu'il y avait à la place publique cet été, regardez les aménagements. Les gens viennent dire « Oh, wow, c'est beau », veulent se faire poser dans le cadre, dans l'environnement. On a toujours des endroits Donc, parc Ronald Beauregard, on peut aller se promener là, on peut aller patiner. 7 jours par semaine jusqu'à la fin. Techniquement, actuellement, on est obligé, on va rajouter des tables de pique-nique pour que les gens puissent enlever les bottes parce qu'on ne peut plus ouvrir les chalets présentement. Donc, dès que la patinoire est prête, compte tenu de la température, aujourd'hui, il fait 0, elle n'est pas prête, mais sous peu, elle va l'être. Domaine Trinity,
À Iberville, c'est très joli, là. On a fait encore des... Puis ça aussi, c'est encore Instagrammable, comme on dit, pour prendre des photos. Le mur qui a été travaillé par l'équipe culturelle chez nous avec les amis de Trinity et avec l'artiste Jean Guillet, qui est venu faire un mur nature. C'est du land art, un peu comme l'inspiration qu'on avait fait dans le cadre du 350e au parc Christophe-Colomb. C'est du land art fait à partir des matériaux naturels avec projection murale. Et il y avait un foyer, là, des foyers, puis on a été obligé de les retirer là aussi. Est-ce qu'il y a des buttes pour glisser? Là, je rouvre une parenthèse. Je sais qu'il y a une fausse butte à côté de l'usine d'épuration des eaux. Je pense que là, vous avez installé une pancarte cette semaine. Mais même moi, j'y allais avec mes enfants il y a 20 ans. Là. Donc, c'est une butte, c'est pas une butte. C'est un gros buton qui n'a jamais été aménagé pour ça, à des fins de faire de la glisse, d'en faire une butte. Le fait que la Ville met une affiche en disant que ce n'est pas une butte, c'est parce que la journée où on dit que c'est une butte, nous, on se rend responsable d'avoir fait des aménagements sécuritaires, adéquats, qui respectent toutes les normes. Puis maintenant, il y a des normes d'aménagement des buttes et elle n'est pas conforme aux Puis on a vu à Montréal là, des buttes puis avec des accidents, des enfants à Sainte-Justine, des bras cassés, des affaires ça. Hein? Nous avons reçu un avis de la santé publique pas plus tard que vendredi dernier nous demandant de revoir nos plans d'intervention à l'égard des buttes puis d'empêcher là où il ne devrait pas y avoir de glisse. Donc, la butte à l'usine d'épuration à Saint-Luc, c'est pas interdit, mais c'est pas une butte. Il n'y a pas de contrôle. C'est pas interdit, mais ce n'est pas une butte formelle municipale. Est-ce qu'on a des buttes autres que celle-là? Il y en a deux. Il y a celle du parc Mille-Roches à Iberville, qui est enneigée artificiellement, qui est aménagée, qui est sécuritaire, qui respecte toutes les normes de sécurité. Il y a un canon à neige avec ça. Il y a un canon à neige qui n'est pas présent sur place. C'est un canon à neige mobile qu'on amène là. Puis on l'a déjà enneigé 2 fois à Iberville. On devrait retourner. C'est une vraie butte avec neige conforme. L'autre, c'est la butte Yvan Roy, près de Seigneur, qui est un gros buton, lui-ci, qui est conforme aussi. On va y faire d'autres aménagements prochainement pour le rendre plus sécuritaire, mais lui-ci est presque parfaitement aménagé. Patinoire de quartier. Ouvert, pas ouvert? Tout est ouvert. Okay. Partout. Je dis tout est ouvert, toute chose étant relative. Il fait 0 aujourd'hui, puis actuellement, il y a beaucoup de glace. Il y en a une dizaine peut-être qui étaient ouverts au jaune dans les derniers jours. Techniquement, il reste 22 patinoires sur le territoire. Elles seront toutes ouvertes dès que la température va permettre. Mais c'est ouvert. C'est ouvert. Les chalets de parc ne sont plus ouverts. Les toilettes ne sont plus ouvertes. Il n'y a pas de préposé qui est là. Okay. Et ça, pour changer les patins, on fait ça dans l'auto. Maintenant, on met des tables de pique-nique adjacentes, puis dans les autos, puis sur le bord de la bande, parce que les chalets ne sont plus, les normes d'hygiène, les normes de salubrité ne nous permettent plus de faire entrer des gens dans les chalets présentement. Okay, mais donc, si la météo le permet, les patinoires de quartier peuvent continuer d'être déjà, le parc de l'An, avant Noël, le 22, le 21 décembre, ça patinait. Il y avait 40 personnes sur la glace. Ça, c'est une problématique présentement. La santé publique nous dit, veuillez mettre un nombre maximal qui tourne autour de 20. Nous autres, c'est 25 présentement sur toutes les patinoires qui est le maximum de personnes. Mais, puis on n'a pas le droit de jouer au hockey. Ah non? Okay. On n'a pas le droit de jouer au hockey. C'est du patinage libre où on peut jouer au hockey en bulle, qu'ils appellent. Okay. C'est-à-dire, un parent avec son enfant qui est dans la même bulle pourrait jouer au hockey, mais ne pourrait pas partager son temps de hockey avec une autre bulle. Patinoire intérieure, Colisée, Isabelle Brasseur, l'Arena, Marcel Larocque à Iberville. Comment ça marche? C'est sur rendez-vous? Patinage libre, natation libre, une baignade, tout est annulé. Tous les bâtiments sont fermés présentement. C'est fermé, là. La santé publique nous a fait fermer tous les bâtiments. C'était sur rendez-vous. C'était sur rendez-vous. Il y avait une plateforme qui s'appelait Flip. Les gens prenaient rendez-vous. On avait 70 périodes de patinage par semaine. On avait 14 périodes de hockey libre à Iberville. Il y avait 64, je crois, périodes de baignade qui étaient offertes. On remplissait à 100 toutes nos plages horaires. Et là, c'est fermé depuis combien de temps? C'est fermé depuis que la santé publique nous a dit la semaine dernière qu'on ferme tout jusqu'au 8 février. Ah, ouais. C'est à revenir. Donc, c'est que le spectre d'activité est limité. Ce qu'on retrouve dans les activités qu'on peut faire dans la ville de Saint-Jean, il y a la marche à pied. Il y a des beaux sentiers comme le parc des Pérulines. Il faut découvrir ou redécouvrir le parc des Pérulines. Il faut redécouvrir la bande du canal. C'est magnifique. Quand on part du vieux Saint-Jean, on s'en va jusqu'à l'île Sainte-Thérèse, ou on continue sur l'île Sainte-Thérèse, aller jusqu'au bout. C'est vraiment magnifique. Il faut redécouvrir nos petits plaisirs. Dernier point, bibliothèque. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Jusqu'à tout récemment, ce qu'on pouvait faire, c'était simplement le prêt de livres sur réservation. Vous réservez en ligne,
on prépare vos livres, on les met en quarantaine 24 heures, on vous appelle, le livre est prêt, vous venez chercher. Okay. Ça, c'était jusqu'à il y a quelques jours. Le gouvernement vient de nous demander d'ouvrir les bibliothèques pour les élèves, tous les étudiants, qu'ils soient du primaire, secondaire, cégep, université, pour qu'ils puissent avoir des lieux de travail avec des postes de travail et qu'ils puissent venir étudier. L'objectif du gouvernement, c'est clair, on veut que les jeunes étudient, qu'on redonne des conditions. Donc, on ouvre les bibliothèques seulement pour eux et sur réservation téléphonique. Il y a beaucoup de personnes... Vous avez combien de places? Sur combien d'heures? Sur à peu près 20 heures par semaine. On a 8-10 places qu'on prévoit présentement. On ne connaît pas le besoin, mais on va s'adapter aux besoins. Saint-Jean et Saint-Luc? Saint-Jean et Saint-Luc, pas l'Acadie? Effectivement. L'Acadie aussi. Il y a deux jours semaine, les mardis, vendredis, Saint-Luc, l'Acadie est ouvert. On aura la disponibilité. Nécessairement, il n'y a pas 8 emplacements là. Il n'y a pas ça d'habitude. On va avoir la possibilité d'accueillir des jeunes. Et ça, c'est nouveau, là. Il faut gérer ça. Ça va ouvrir la semaine prochaine. C'est nouveau. On vient d'avoir les indications. On est en train de mettre ça en place. On avait des travaux à l'intérieur de la bibliothèque à Des-Lacs-Berger. On a tassé tous les travaux, on a tout réaménagé pour accueillir des gens dès la semaine prochaine. Donc, mais ça, c'est pour les étudiants. Sur la grande bibliothèque à Montréal, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, chez nous... Mais votre question est pertinente parce qu'il y a eu des indications contraires à ce que le gouvernement a dit, le premier ministre a dit en conférence de presse, des articles qui sont parus dans les journaux, notamment Le Devoir, qui a dit « les bibliothèques vont ouvrir à tout le monde en tout ». C'était une erreur qu'ils ont fait au moment de la publication, puis on est venu le préciser. L'objectif, c'est d'ouvrir les écoles, les bibliothèques, pardon, pour que les élèves puissent avoir des lieux d'études, d'apprentissage et des ordinateurs pour pouvoir travailler. Mario Bastien, merci beaucoup pour cette mise à jour, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Des fois, il faut faire le point. On est disponible pour faire toutes les mises à jour nécessaires et ça varie des fois de jour en jour, quelques fois d'heure en heure, sinon c'est de semaine en semaine. Alors, souhaitant que cette entrevue soit encore bonne dans 2 jours. Ça devrait, oui. Ça devrait jusqu'au 8 février. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous, on va revenir après ceci. On a parlé un peu plus tôt dans l'émission, le ciné durable, donc des films sur le développement durable, le film gratuit jusqu'au 7 février. Vous allez simplement sur le site de l'ASPEC, bien sûr, pour obtenir le lien et le regarder tranquillement dans votre salon. À demain. Bye-bye.